Nous avons l'honneur de recevoir Pascal Vandenberg, le patron de la chaîne de librairie Payot en Suisse. Monsieur Vandenberg est un homme dont on parle beaucoup depuis longtemps, mais plus récemment en raison d'une plainte déposée contre le groupe éditorial français Madrigal, qui est la maison mère de Gallimard, Flammarion ou encore Casterman. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette affaire dans quelques instants. Nous allons évoquer avec notre invité le Salon du Livre de Genève qui se tiendra tout prochainement du 22 au 26 mars prochain. Pascal Vandenberg nous donnera également, je l'espère en tous les cas, sans doute quelques pistes sur les livres du moment, ainsi que quelques conseils sur les ouvrages incontournables à lire absolument ce printemps. Bonjour Pascal Vandenberg. Bonjour Philippe Marax. Merci d'être avec nous ce matin, merci d'être là, bienvenue. Merci. C'est très plaisir de vous accueillir. Pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur cette plainte qui a été déposée. Peut-être juste rappeler un petit peu le contexte. L'idée, c'est de lutter contre le livre qui est trop cher en Suisse, c'est ça ? Ouais, je vais peut-être pas faire trop long et surtout pas trop technique, mais on va dire que voilà, le modèle français de diffusion-distribution du livre est unique au monde, bien entendu. Mm-hmm. Et c'est un modèle de diffusion-distribution exclusive, ce qui fait qu'un revendeur, un libraire, ne peut acheter un livre que à un seul endroit. Donc, il n'y a pas de concurrence entre fournisseurs, si vous voulez. Et donc, le fournisseur, il impose les conditions qu'il veut, que ce soit pour la Suisse en prix de vente ou en prix d'achat. Et une nouvelle loi sur les cartels qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 permet d'espérer sortir de ce système et de pouvoir, pour nous, nous approvisionner depuis la France aux conditions dont bénéficient des libraires français. Parce que pour le consommateur que vous êtes, le lecteur que vous êtes peut-être, vous voyez-vous un prix de vente qui vous fait parfois dresser les cheveux quand vous n'êtes pas chauve. Et nous, notre problème, c'est le prix d'achat. Quand on paye, nous, les livres 40 ou 50% plus cher que si on était un libraire français, évidemment, ça a des conséquences derrière en termes de capacité, de compétitivité et en termes de capacité de nous adapter aux besoins et aux attentes des clients. C'est vrai que c'est terrible aujourd'hui. Il y a des livres qui sont des fois le double du prix chez nous, hein, c'est ça? Oui, alors après, je voudrais quand même pas caricaturer et un peu pondérer ça parce que finalement le livre c'est à la fois un inconvénient et un avantage. Le livre français a le prix marqué en euros dessus. Donc je dirais au moins le client il sait comment il va se faire tondre. Mais par rapport à d'autres produits, je pense que quand vous allez faire vos courses et que vous achetez des produits européens, si vous aviez à côté le prix moyen européen, que ce soit un rasoir Gillette ou je sais pas quoi, vous verriez que bien souvent vous êtes au-delà du double de prix. Donc le livre a cette particularité qu'on y voit figurer le prix d'origine. Donc ce qui permet de se rendre compte peut-être plus que sur des produits qui sont plus courant encore et moins visiblement beaucoup plus cher que sur le marché français. D'accord. Donc du coup là les marges seront moins importantes parce que vous avez gagné un premier pas dans cette bataille que vous menez contre ce système justement. Ça veut dire que aussi dans l'histoire vos marges seront moins importantes? Non, pas du tout, puisque l'idée c'est d'avoir un prix d'achat plus bas. Et d'avoir un prix de vente que nous fixons nous en fonction de nos besoins, en fonction des attentes de nos clients. Donc, c'est un double effet qui se coule finalement. Le premier effet qui se coule, c'est que au lieu d'acheter un livre 40% plus cher, on le payerait au même prix qu'un libraire français. Derrière, ça nous permettrait effectivement de garder et même de préserver et même d'améliorer certaines marges en ayant tout à la fois des prix plus bas. C'est bien ça l'objectif. Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que la plainte a été déposée le 19 septembre et que la commission de la concurrence a ouvert l'enquête au bout de 4 mois et demi, ce qui est très très court pour une administration fédérale, on va dire. Donc on sent un grand intérêt de la commission de la concurrence parce que cette loi est nouvelle. Il n'y a pas de jurisprudence. Peu de dossiers ont été déposés jusqu'à maintenant. Peu de demandes d'enquête ont été déposées. Donc il y a une volonté de créer une jurisprudence et de faire vraiment jouer cette loi. On sent et dans les échanges que j'ai avec eux, j'ai senti de la part des fonctionnaires de la commission de la concurrence, du secrétariat, donc des fonctionnaires, je parle pas de la commission elle-même, mais du secrétariat, une volonté vraiment d'aboutir vite et dans les meilleures conditions. Ok. Alors ça c'est très compliqué. Alors effectivement il y a le marché français la frontière est juste à côté, mais il y a un autre problème aussi, c'est ce qui se passe sur le net. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui? Est-ce que votre concurrent principal finalement c'est pas Amazon ou même la Fnac qui se trouve pas loin? C'est compliqué de gérer alors la vente en ligne est évidemment un canal qui n'existait pas il y a 30 ans, qui est apparu depuis, sur lequel nous sommes aussi présents. Donc on a notre propre activité en ligne. Paradoxalement, c'est des choses que je n'explique pas.
Alors on peut trouver des tentatives d'explication, mais il y a une étude a été faite l'année dernière par la SBVV, qui est l'association suisse-allemande des libraires et des éditeurs, et qui analysait quel était le poids d'Amazon dans les ventes en ligne de différents pays. La France, l'Allemagne, par exemple. En France et en Allemagne, vous avez un prix réglementé. Ça veut dire qu'Amazon ne peut pas faire de discount, il ne peut pas vendre moins cher, il est obligé de vendre au même prix. Et pourtant, Amazon y occupe une place 2 fois plus importante qu'en Suisse. Alors qu'en Suisse, le différentiel de prix est plus important. Donc il y a des questions culturelles aussi qui font que pour beaucoup de clients aujourd'hui, l'acheter local a du sens. Et puis la réputation d'Amazon aussi n'est plus à faire. Entreprise, je le dis, je l'ai déjà dit, j'attends juste qu'ils me poursuivent en justice, mais entreprise criminelle sur le plan fiscal, sur le plan humain, sur le plan social, et sur le plan de l'équilibre économique. Donc je pense qu'il y a quand même une prise de conscience d'un certain nombre de consommateurs que acheter sur Amazon ou sur d'autres plateformes, mais disons pour ce qui nous occupe sur Amazon, c'est aussi se rendre complice d'un système qui n'est pas propre. La problématique de la Suisse, c'est compliqué déjà par rapport à la langue, hein, mais est-ce que finalement d'un côté ou de l'autre, la barrière des Rothschild, la problématique est la même, par exemple entre l'Allemagne et la Suisse alémanique? Pas du tout. Pas du tout. C'est justement, non, c'est justement double très, problème, très différent. En fait. Alors si dans le monde du livre, on fait pas le même métier en fait que les Suisses allemands. Le système économique est complètement différent, l'organisation, les mécanismes ne sont pas du tout les mêmes. Donc il y a pas de synergie possible et il y a pas de comparaison possible. Un libraire comparable, on va dire la chaîne Aurel Füssli en Suisse allemande, elle peut déjà s'approvisionner en Allemagne au prix allemand. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous prenez des livres qui ont le même prix en euros en France ou en Allemagne et que vous comparez les prix sur Payot et sur aurelfüssli.ch, vous verrez que les livres sont moins chers en pourcent par rapport au prix d'origine. C'est moins élevé en Suisse allemande qu'en Suisse romande. Comme si les salaires étaient plus élevés à la Chaux-de-Fonds qu'à Zurich, vous voyez, genre. C'est compliqué. Et simplement parce que le mécanisme de calcul du prix est pas du tout le même et que Aurel Füssli, si vous voulez, dans le monde germanophone ou anglophone, vous avez 3 maillons. Vous avez les éditeurs, les grossistes et les libraires ou les revendeurs. Et leur vendeur peut mettre en concurrence différents fournisseurs, différents grossistes. Ce modèle n'existe pas dans le modèle français, ni en France, ni à l'étranger pour le livre français. Et c'est vraiment ça qui est aujourd'hui en question. D'accord. Alors, le dossier avance un peu, vous avez des bonnes nouvelles quand même par rapport à ce que vous avez mis en place? Oui, parce que l'ouverture de l'enquête était une première victoire d'étape, effectivement. Depuis, il a été planifié une audition de Madrigal, donc par la commission de la concurrence début avril, donc ça va très vite, puisque ouverture de l'enquête fin janvier, nous a été envoyé dans les 15 jours qui suivent tout un questionnaire complémentaire, d'informations complémentaires, donc c'est du costaud. En plus, je trouve qu'il pose les bonnes questions. On n'est pas du tout dans une approche générale, mais vraiment une approche de compréhension. Faut aussi pas oublier, ou peut-être se rappeler, que les diffuseurs français ont déjà été condamnés sur un autre sujet en 2013 par la commission de la concurrence. Donc les mécanismes du monde du livre francophone sont déjà connus de la Comco. Ce qui nous aide aussi. Ils découvrent pas le merveilleux monde du livre. Ils ont déjà tout un historique, donc qui aide quand même à prendre bien conscience et connaissance du dossier. Notre invité ce matin, Pascal Vandenberg, directeur des librairies Payot. Merci d'être avec nous. On va parler un petit peu du Salon du Livre qui ouvre ses portes tout prochainement. Pascal Vandenberg, du 22 au 26 mars. Pas mal de changements pour le Salon du Livre qui ouvre ses portes ouvertes finalement cette année. Est-ce que c'est une bonne chose ça pour un événement comme ça? Je fais partie du conseil de la Fondation pour l'écrit qui organise les activités culturelles dans le cadre du salon, et ça faisait un moment que je disais que finalement avoir un prix d'entrée alors que finalement les entrées représentaient très peu dans le budget final. C'était quand même un frein. On demande aux gens de venir pour acheter des livres, on commence par les faire payer. On imagine que pour une famille avec 2 enfants, ça représente déjà un montant. Donc il y avait plusieurs solutions. Cette année, la direction de Palexpo a décidé de passer à une gratuité totale. Donc pour moi, c'est un bon signe parce que c'est, quand on rentre dans une librairie, c'est gratuit aussi. L'entrée est libre. Donc je pense que oui, ça peut avoir un impact, notamment pour certaines familles. Et puis on est très content de revenir à Palexpo, puisque pendant 3 ans, avec la crise du Covid, donc la dernière édition c'était 2019, 2020, 2021, 2022, on a quand même fait des choses.
mais on n'a pas pu faire à Palexpo. On a fait des choses en ville de Genève qu'on a à un moment donné imaginé de pérenniser. Encore aurait-il fallu trouver un système hybride entre le salon et le festival. Et pour ça, il fallait trouver un lieu dans Genève de taille quand même importante. Les éditeurs ont été très frustrés pendant cette période de 3 ans parce que le festival ne permet pas de montrer les éditeurs ni leur travail de la même manière. Donc le retour à Palexpo se fait aussi pour permettre aux éditeurs, je pense aux éditeurs suisses en particulier, de pouvoir présenter leur travail, avoir leur propre stand, leurs auteurs, et c'est quelque chose qui était une demande forte des éditeurs suisses. Donc, vous avez pris rendez-vous, hein, c'est du 22 au 26 mars, l'entrée est gratuite, le salon du livre, avec des ouvrages qui vous permettent de découvrir tous les univers, hein, et les auteurs qui sont sur place. Ça, c'est important aussi, auteurs et autrices. C'est important. Les gens aiment rencontrer justement et aiment échanger avec leurs lecteurs justement et les auteurs justement. Oui. Alors il y a donc des scènes avec des rencontres, avec des discussions, avec des débats aussi sur des sujets de société. Hein. Il y a bien évidemment des sujets littéraires, mais il y a aussi des sujets de société sur les différentes scènes. Il y a une scène suisse aussi qui permet de mettre en avant plus particulièrement les auteurs suisses. Donc c'est l'occasion effectivement pour le public alors les rencontres avec les auteurs existent déjà dans les librairies toute l'année, je dirais, mais là de manière plus concentrée avec des dizaines et des dizaines d'auteurs de différents domaines, que ce soit en BD, que ce soit en jeunesse, que ce soit en fiction ou en non-fiction. Enfin, il y a à un moment donné, c'est une fête du livre, hein, très clairement, tout à fait, organisée. Et les Suisses, alors, ils sont bien représentés, parce qu'on sait que quand on parle du cinéma suisse, c'est un peu compliqué. On dit, oh là là, est-ce que au niveau de la littérature, au niveau des auteurs et autrices en Suisse, est-ce qu'il y a ce même rapport Non, parce que le cinéma est une économie très différente. Il faut des dizaines de millions pour faire un film. Il faut 3 ou 4 000 francs pour faire un livre. Donc, l'édition est à la portée plus facilement. C'est d'ailleurs pour ça que l'Office fédéral de la culture finance énormément le cinéma, parce que même au niveau des cantons, c'est des budgets d'investissement trop élevés, et que le financement de la Confédération pour les éditeurs est très très faible, parce que c'est pas du tout le même type de modèle économique que le cinéma. Donc il y a moyen de faire de l'édition à moindre coût, je dirais, par rapport aux besoins. Ça, c'est l'aspect écologique, mais au niveau du livre et des auteurs, sont-ils reconnus? C'est ça que je voulais dire. Oui, enfin, les éditeurs font un travail important pour les auteurs suisses. Et il y a une vivacité, et il y a aussi eu l'apparition. Il y a eu ces dernières années plus de création de maisons d'édition en Suisse que de disparition, clairement. Il y a des maisons qui sont créées dans les 10 dernières années. Je sais pas, je pense juste à BSN par exemple. Enfin, il y a une vraie dynamique. Il y a les anciens, il y a les nouveaux. Il y a les auteurs qui sont publiés ici, il y a ceux qui vont se publier ailleurs, hein, en particulier à Paris, qui reste, cela dit, une des clés du succès au-delà de la seule Suisse pour un auteur. Est-ce que ça veut dire que les gens lisent toujours autant, ou lisent plus, ou lisent moins aujourd'hui? Quel constat vous faites aujourd'hui? Alors, il y a 3 époques. Là, il y a la période pré-Covid, il y a la période du Covid et la période post-Covid. Ce qu'on a vu pendant la période du Covid, c'est que le livre en est sorti renforcé. Beaucoup de gens se sont retrouvés avec du temps et ont consacré ce temps à se remettre à lire. Donc la librairie, le monde de livres est sorti grandi de ces 2 années de crise du Covid. On a eu vraiment un retour au livre, parce que quand on était bloqué, même si c'était un semi-confinement, ça restait quand même pour beaucoup de gens des moments finalement inattendus de relax, quoi. Relaxation, de loisirs. Et le livre a beaucoup profité de ça. Moi, je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont dit, j'en profitais pour lire des gros classiques que j'ai jamais lus parce que j'ai jamais le temps. Donc là, c'était une période très faste. Et puis, sur le fond, le livre continue à se vendre, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le livre a un avenir. Maintenant, la période qu'on traverse actuellement est plus difficile. Depuis 1 an, depuis la guerre en Ukraine, climat anxiogène, ensuite des problématiques d'inflation, puis des risques de pénurie. Enfin, une espèce de lasagne de crises qui se sont superposées et qui sont clairement, et le livre n'y échappe pas très très bonne pour le commerce de détail. On sent que les gens font attention. Il y a un problème de pouvoir d'achat. Donc, il y a effectivement une période, mais qui n'est, à mon avis, qu'une phase
où c'est un peu plus difficile pour le commerce de détail en général, à part l'alimentaire. Et il faut qu'on passe à travers cette période difficile. Donc il y a un problème de coût et de temps, en fait, c'est ça? Oui, il y avait un problème de temps, il y a un problème de coût aussi aujourd'hui. Je pense que pour des personnes de la classe moyenne, l'augmentation des tarifs de l'électricité, l'augmentation aussi de l'alimentation, les prix augmentent quand même dans les supermarchés. Donc il y a une inquiétude et une vraie réduction du pouvoir d'achat, très clairement. Face à la presse écrite, qui, elle, souffre véritablement, le livre se maintient quand même. Oui, mais la presse écrite a toujours eu un modèle économique qui était très très différent, puisque dans ces grandes heures, la presse écrite était financée à 70% par la pub et seulement à 30% par ses lecteurs. À partir du moment où ce qui a provoqué une crise de la presse, c'est pas une crise du lectorat dans un premier temps, c'est une crise du financement par la pub. Quand la pub a quitté la presse écrite pour basculer sur le net, les journaux se sont retrouvés avec des ressources diminuées. Du coup, ils ont réduit leurs équipes, du coup leur niveau de qualité a baissé, et du coup ils ont perdu des lecteurs. Mais c'est plus une conséquence qu'une cause. Et ils ont pensé qu'il suffisait d'aller sur le net pour retrouver les revenus publicitaires. Or, en fait, pas du tout. Et leur situation est aujourd'hui compliquée, mais ils ont quand même scié la branche sur laquelle ils étaient assis en laissant au départ leur contenu gratuitement sur Google ou en ligne. Et puis revenir en arrière, c'est compliqué. Pour beaucoup de gens, tout ce qui est en ligne, tout ce qui n'est pas physique, tout ce qui est dématérialisé devrait être gratuit. C'est un petit peu plus compliqué que ça en réalité. Et pour la presse, oui, ça reste compliqué. Le livre ne mourra-t-il jamais, M. Vandenberg? À jamais, il faut jamais dire jamais, mais enfin, on voit quand même que c'est le plus vieux support, le plus vieux média existant, puisqu'on trouve des traces de tablettes à Sumer, 4000, 5000 ans avant Jésus-Christ, et que finalement, toute la mort du livre qu'on promet pour l'année prochaine depuis la deuxième moitié du 19e siècle, avec l'apparition du cinéma, à chaque fois qu'un nouveau média, finalement, de divertissement est apparu, on a dit, c'est la fin du livre. Il y a eu le cinéma, il y a eu la radio, il y a eu la télé. Maintenant, il y a l'Internet, il y a les jeux vidéo, il y a tout ce que vous voulez. Mais le livre, finalement, s'adapte, même si c'est peu visible de l'extérieur, parce que c'est pas des ruptures claires et nettes. Et on a, par exemple, depuis 3 ans, une explosion du secteur manga qui a doublé d'une année sur l'autre, ce qui est très impressionnant. C'est des phénomènes que j'ai rarement vus en 40 ans de métier. Alors, il y a des genres qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent, et finalement tout ça permet, pour un libraire qui sait s'adapter, de continuer à garder une activité importante en livre. Il n'y a pas de mauvais livres. Il n'y a pas de mauvais livres. Non. Ça j'aime bien quand vous le dites. Vous êtes inquiet aujourd'hui? Je suis plus inquiet par la situation qu'on connaît depuis 1 an, comme je vous le disais, qui est quand même un impact sur la fréquentation, sur le moral des consommateurs, et puis j'ai l'impression qu'on nous fait passer d'une crise en une autre, quitte à en inventer certaines qui n'existent pas. On l'a vu, on nous a annoncé que fallait se chauffer et s'éclairer à la bougie cet hiver, et il n'en a rien été. En réalité, il y a quand même une propension aujourd'hui à vouloir tellement prévoir les risques qu'on crie au loup un petit peu facilement, je trouve. Voilà, ça c'est un point de vue plus personnel, je dirais. Pascal Vandenberg, directeur de Payot, notre invité ce matin. Pascal, nous avons reçu pas mal de messages sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Je vous propose qu'on parcourt un peu ces messages qui sont arrivés. C'est Elsa qui est notre modératrice et qui a sélectionné quelques questions justement qui sont arrivées ce matin. On commence avec celle de Charline. Comment choisit-on un livre? Le on, c'est qui? Les libraires. Non, nous, lecteurs. Comment on choisit un livre? Il y a autant de manières de choisir un livre qu'il y a d'individus, me semble-t-il. Je vois des gens qui me disent, moi, c'est la couverture. C'est bizarre, ça joue beaucoup. Oui, d'accord, mais enfin, le livre peut être totalement inintéressant et pas du tout adapté à vous, alors que vous avez flashé sur la couverture. Souvent, quand on est un lecteur assidu, faites un livre, en amène un autre. C'est-à-dire que vous lisez un livre, il cite un autre livre, il cite un auteur, puis vous tirez sur une ficelle et parfois vous construisez un parcours de lecture, d'auteur en auteur. Après, il y a les médias quand même qui peuvent avoir une influence, et le bouche à oreille est quand même décisif. Certains écrivains très connus ne l'ont été que par le bouche à oreille, c'est-à-dire par les lecteurs qui en parlent autour d'eux en disant j'ai lu ce truc-là.
c'est génial, il faudrait que tu le lises aussi. Et puis, au bout d'un moment, ça fait le buzz, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Mais sauf que si c'était pas du tout sur les réseaux sociaux, ça, c'était vraiment d'une vraie bouche à une vraie oreille. C'est-à-dire de personne à personne et puis oui, et puis il y a la balade en librairie et, Faut être curieux, des gens qui sont c'est ce qu'on appelle la sérendipité, c'est la capacité à tomber sur quelque chose qu'on cherchait pas et qui permet de faire des découvertes. Moi-même, je le fais encore malgré tout, et je découvre des choses que j'aurais pas identifié avec mes algorithmes à moi dans ma tête, quoi. D'accord. Voilà. Et puis le libraire est là aussi pour conseiller. On peut Oui, peut-être c'est avec son rôle. Et puis les livres sont mis en scène, clairement. Mais les libraires mettent. Chez nous, on travaille de manière totalement décentralisée. C'est-à-dire que quand vous allez dans une de nos librairies, le livre que vous voyez, que ce soit dans un rayon, sur une table ou autre, c'est le libraire du rayon qui l'a choisi. Il n'y a pas une centrale d'achat avec des gugus qui achètent pour les autres. Il n'y a pas d'algorithme. Il n'y a pas tout ça. Il y a des aides à la décision, évidemment, des outils de gestion. Mais les libraires, pour moi, leur l'intérêt du métier pour eux, c'est celui-là aussi. C'est que c'est eux qui forment l'offre. C'est eux qui choisissent les livres et qui font vivre les fonds. Donc effectivement, leur rôle est important. Et puis, ils sont là pour ça aussi. Vous avez l'anniversaire de Philippe Morax bientôt. Bientôt, vous voulez lui offrir un livre, voilà, vous allez voir la librairie et puis vous allez dire, voilà comment il est, voilà ce que je sais de lui, voilà ce que je sais qu'il aime. Et le vous avez donné des idées là. Et le libraire va de lui-même, transformer finalement ce que vous allez donner comme portrait chinois un peu d'une personne pour dire, il pourrait y avoir ça ou ça. Ok. C'est un métier, en fait, comme le vôtre. C'est un métier. Bah oui. Nico qui dit, y a-t-il plus d'écrivains hommes ou femmes ? Il y a beaucoup de femmes. Alors dans le passé, c'est assez récent, puisque citez-moi 10 auteurs femmes du début du XXe siècle. Vous allez me dire Colette. Voilà. Les femmes, et c'est pas uniquement dans le livre. C'était le cas dans tous les domaines, même artistiques. Citez-moi des femmes peintres du XVe siècle. Là, je vous souhaite bien le bonjour. Ou des femmes musiciennes, compositeurs. Ou aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes chefs d'orchestre. Il y a 30 ans, ça n'existait pas. Donc, dans le livre, on n'a pas échappé à cette espèce de domination masculine pendant des siècles, notamment aussi beaucoup lié au poids de la religion, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. La femme était là pour déjà s'occuper des enfants et certainement pas s'occuper de livres. En plus, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, on écrivait en latin. On n'écrivait pas dans les langues du pays. Donc, c'était réservé plutôt aux hommes. Donc, il y a toute une histoire comme ça. Mais aujourd'hui, évidemment, ça a totalement changé. Il y a beaucoup de femmes écrivains. Il y a beaucoup de femmes lauréats de prix littéraires. Il y a beaucoup de femmes de jury de prix littéraires. Donc, je crois qu'il y a aujourd'hui une égalité de traitement, on va dire, dans le livre. Et où la notion de différence n'existe plus. C'est très bien. C'est très bien. Encore une question ? Une dernière question. Allez. Yves, aujourd'hui nous pouvons lire sur des sites internet ou encore des e-books. Avez-vous adopté une stratégie face à cela ? Oui, alors nous avons été dans les premières enseignes francophones à mettre en ligne des e-books, donc c'était en 2011, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça s'alimente automatiquement. Même si j'étais convaincu que le e-book ne détruirait pas le livre papier, il n'était pas question de pas exister dans ce marché-là. Même si c'est un canal très secondaire, très marginal, pas question de se dire allez voir ailleurs. En fait, et on a quand même des clients qui en ont besoin, qui souhaitent en acquérir. Donc on vend un type de liseuse dans nos librairies. On n'est pas des marchands d'électronique, donc on vend pas 10 ou 12 types outils de lecture. On vend un modèle d'un fournisseur pour avoir un outil. De toute façon, grosso modo, à part quelques centimètres de plus ou de moins, ils sont tous pareils aujourd'hui. C'est comme une télé, quoi. Vous avez la même image, vous changez juste un peu la taille de l'écran, mais vous avez à peu près la même technologie derrière. De toute façon, tout vient de Chine, rêvez pas. Donc on vend un outil de lecture et on vend du e-book et on vient de mettre en ligne, ça a été très tardif, mais on vient de mettre en ligne aussi l'audio-livre téléchargeable ou en streaming. C'est-à-dire dématérialisé, donc puisque il y a aussi une lecture audio qui existe dans certains domaines ou pour des personnes qui ont par exemple des activités manuelles, vous tricotez, vous avez l'esprit libre pour pouvoir en même temps écouter. Mais lire un livre quand on tricote, c'est pas simple. Parce que les yeux sont pas à deux endroits, puis il faut tourner les pages. Voilà. Et donc, ou en voiture, par exemple, ou
vous pouvez vous dire, tiens, je vais écouter un roman plutôt que de le lire. Dernier tour de table avec notre invité ce matin, Pascal Vandenberg, directeur de Payot. Merci d'être avec nous. Je suis très impatient de savoir quel est le livre que vous avez sur votre table de chevet. Vous savez, moi, j'ai la chance depuis quelques années de plus être soumis à ce que j'appelle la tyrannie de la nouveauté, parce que j'ai des libraires pour ça. Ouais. Ils sont, eux, obligés de suivre tout ce qui se passe, puis moi pas, parce que je dirige une entreprise, donc je suis pas sur le terrain. Ouais. Donc je suis évidemment pour des raisons économiques ce qui se passe dans le monde du livre, les choses qui se vendent, les choses qui se vendent pas, mais je me sens pas obligé de les lire, vous voyez. D'accord, ok. Vous avez pas un grand friand de nouveauté. Je lis énormément, mais je lis beaucoup de choses anciennes. La nouveauté en soi est pas une qualité. Hein. C'est vrai. Et puis là, par exemple, je suis en ce moment plongé dans un auteur qui est un sociologue et un philosophe allemand du XXe siècle qui s'appelle Karl Mannheim. Ouais. Voilà, qui dit rien à personne, j'imagine. Donc je me permets de lire des choses, sociologie de la connaissance, c'était un peu son domaine. Donc je me coltine des livres un peu pointus, un peu difficiles. C'est ce que j'aime aussi. J'ai toujours eu un rapport utilitaire à la lecture. La lecture, elle n'est pas là seulement pour me distraire, elle est là aussi pour me former, pour me faire réfléchir. Donc je lis plutôt des essais, des sciences humaines et un peu de fiction, un peu de roman, mais très peu de contemporain, honnêtement, très peu en langue française en tout cas. C'est pas une critique, c'est une question de goût personnel et qui fait que voilà, j'ai souvent pas beaucoup de livres à conseiller. Cela dit, voilà, dans le cadre du salon du livre de Genève, la semaine prochaine, le mercredi à 16h, je serai en débat avec un monsieur que j'estime beaucoup, qui s'appelle monsieur Jean-Yves Mollier, qui est un historien du monde du livre, dont le dernier petit livre, c'est une histoire de la concentration de l'édition dans le monde francophone, et avec qui je serai en discussion, qui est aussi un historien de l'édition, qui a écrit pas mal de livres aussi sur la censure à travers l'histoire, voilà. Et donc, j'aurai plaisir à relire, avant de le rencontrer, ce petit livre que j'ai lu il y a quelques mois. Voilà, mais vous savez, je trouve que le conseil de lecture, c'est quelque chose de très personnel. C'est personnel, oui, effectivement. Vous voyez. Les best-sellers aujourd'hui, le livre que vous conseilleriez quand même, malgré ce que vous venez de nous dire. Peut-être Le Mage du Kremlin quand même, qui a été un des très gros livres de la rentrée littéraire 2022, qui a été sur quasiment toutes les listes de prix sans remporter le Goncourt, qui a été finaliste du Goncourt et qui est un livre qui se vend très très bien et qui est de qualité. C'est pas toujours vrai. Les deux ne sont pas toujours obligatoires. Mais là, en l'occurrence, oui, on a un grand livre, un grand auteur, franco-suisse d'ailleurs. Oui, très bien. Eh ben, c'est noté. Merci pour ce conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? De vendre des livres, figurez-vous, d'avoir toujours du plaisir à diriger cette magnifique entreprise que j'ai la chance de diriger depuis bientôt 20 ans, avec des gens formidables, avec des vrais libraires dedans, avec une passion qui nous réunit, qui est celle du livre et de la lecture, et puis avec des clients qui nous aiment. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Pascal Vandenberg. Merci à vous. Merci d'être venu ce matin. À très bientôt sur M. Merci. Et puis bon salon du livre alors. Oui, merci.